Bernard Arnault est le 4e homme le plus riche du monde. Sa fortune colossale est estimée à plus de 60 milliards d'euros. Il est notamment propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Échos. Et à ce titre, le milliardaire touche 12 millions d'euros d'aide de l'État chaque année. Cet argent, c'est celui des contribuables français, c'est le vôtre. Alors, reprenez le pouvoir, donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Philippe de Billier, bonjour. Bonjour. En lisant le récit de cette aventure déraisonnable qu'est le Puy du Fou, qui fête ses 40 ans, j'ai appris quand même une information en forme de scoop. Vous avez été cracheur de feu devant Beaubourg. Oui. En fait, j'avais, lorsque j'ai écrit mon premier scénario, prévu un cracheur de feu au moment de l'arrivée de François Ier, qui était une scène clé. Et personne, dans le bocage vendéen, ne voulait cracher le feu. Et j'ai demandé conseil à mon père, en me disant qu'est-ce que tu ferais à ma place dans ce cas. Je supprime le cracheur de feu. Il me dit jamais. De là, m'a enseigné, un chef ne donne jamais un ordre qu'il ne soit capable d'exécuter lui-même. Donc je suis parti, j'étais à l'ENA à l'époque. C'était sous-préfet même. Non, pas encore. Pas encore. J'étais élève à l'École nationale d'administration. Je faisais l'ENA buissonnière. Je suis allé à Beaubourg parce que je savais qu'il y avait un cracheur de feu à Beaubourg qui était installé derrière l'usine pétrochimique et qui était remarquable. Torse nu, poitrail au vent, ça dégoulinait de cardane. Et je lui ai donné un billet de 100 francs à l'époque. Et il m'a pris à vaporiser avec de l'eau. Et ensuite, il m'a dit, t'as des prédispositions, mon petit. Et j'ai commencé à cracher. Et le samedi d'après, je suis arrivé au Puy du Fou en disant, alors, il y a un cracheur de feu. Toujours pas de cracheur de feu. J'ai dit, bon, ok, d'accord, hop, donnez-moi le cardane. Et j'ai craché le feu. Et ça m'a valu, comment dirais-je, un inconvénient et un avantage ensuite, parce que quand j'ai été nommé sous-préfet, j'étais à La Rochelle, et mon préfet me convoque dans son bureau et me dit, vous avez vu le journal La Une de Vie Publique? Je dis non. Il me lance le journal et on voyait un gars qui crachait le feu. J'avais eu le malheur de faire ça lors d'une des séances, en me disant jamais personne ne me reconnaîtra. Reconnu, la photo envoyée au journal Vie Publique, je ne sais pas s'il existait encore. Et là, mon préfet, pris de trépignements épileptiques, me dit, mais c'est vous, c'est vous. Et alors, il dit, mais moi, j'ai été demander votre tête à Paris, parce que je ne peux pas avoir un cracheur de feu comme directeur de cabinet. Ça déshonore le corps préfectoral tout entier. Et il a ce mot involontaire, mais qui m'avait évidemment fait rire. Villiers, vous êtes grillé. 15 jours après, je suis convoqué à l'Élysée par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, avec son fils Henri, le dauphin, et Giscard me dit, voilà, je vais vous nommer sous-préfet de Vendôme, mais vous ferez ce que vous voulez pour aller au Puy du Fou. Et alors là, il était comme un enfant, il me dit, on me dit que vous crachez le feu. Je dis, oui, monsieur le président. Crachez sourd? Il dit, pas autant que je le souhaiterais. Et là, il dit, vous avez le sens du contact populaire. Et un sous-préfet cracheur de feu, il me dit, ben, vous faites élire mon fils et je vous fous la paix. En gros, c'était ça le marché. Vous allez au Puy du Fou quand vous voulez, mais simplement, vous faites élire mon fils. Bon. Et en sortant, je me suis dit, je suis entré dans ce bureau cracheur de feu, j'en sors montreur d'ours. Voilà. Vous avez fait élire, non, et du coup, ben non, puisqu'entre-temps, Giscard a été battu.
j'avais rempli mon contrat, il aurait été sans doute élu. Voilà, en fait, c'est pour vous dire aussi que le Puy du Fou, quand j'ai créé le Puy du Fou, j'étais à l'ENA à l'époque. C'était l'œuvre de ma vie, quoi. Et donc tout le reste n'était que variable d'ajustement. Bien sûr. Je redeviens plus sérieux. C'est vrai qu'il y a 40 ans, donc c'était le 13 juin 1977, jour pour jour il y a 40 ans, vous avez lancé ce projet mondialement connu aujourd'hui, mais qui était un projet fou. Vous dites sur une petite colline abandonnée des hommes, enfouie dans l'oubli, à fleur de ruine, le Puy du Fou fut un moyen désespéré de retenir l'enfance. Est-ce que c'est, comme le titre de l'ouvrage indique, pour vous, tout d'abord, un rêve d'enfance? Oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le Puy du Fou est né de la confluence de deux urgences intimes. La première, c'était un devoir de reconnaissance pour une enfance heureuse. J'étais un petit gars qui courait à la campagne et qui cueillait des fleurs de civilisation sans le savoir. J'entendais monter à mes persiennes chaque matin l'enclume, le coq, l'angélus, et qui composait une symphonie qui m'a profondément marqué dans mon inconscient. Et un jour, je me suis dit, cette Vendée pastorale, processionnelle, triomphante, je la mettrai en scène. Et puis une deuxième urgence. La première urgence, si vous voulez, c'est une dette morale pour cette enfance heureuse, contractée auprès de mes parents, mon papa, ma maman, et tous les personnages qui m'entourent et qui m'ont tout appris, des paysans, des artisans, qui m'ont appris la gouaille, la verve et la civilisation française. Donc, je voulais payer ma dette. En fait, je voulais rembourser ma dette. Et je l'ai remboursée en nature et en lumière. Mais la deuxième urgence était peut-être plus importante encore. C'est là où le rêve prend sa dimension métapolitique, si on peut dire, et pas simplement poétique. C'était le devoir de réparation de l'injustice commise à l'endroit des Vendéens, 300 000 morts sans sépulture, la victoire posthume de Robespierre qui disait il faut que dans la suite des temps, les Vendéens soient désignés par l'histoire comme responsables du mal que nous leur faisons, c'est-à-dire l'inversion du processus du processus révolutionnaire qui consiste à changer le bourreau et la victime, c'est-à-dire que la victime prend le statut du bourreau. Et donc, en fait, quand j'avais 18 ans, avant même d'avoir choisi ma voie, à l'orée de la fac de droit, je me suis dit, je vais faire un hymne et un requiem. Un hymne pour la Vendée pastorale et un requiem pour l'autre Vendée. La Vendée silencieuse, douloureuse, marquée d'une souffrance indicible, interdite de récits officiels, Vendée aux lèvres closes, scellée d'un signe de croix. Et c'est ainsi qu'est née la cinécénie. Un hommage et un requiem. Alors vous évoquez dans l'ouvrage, bien évidemment, ce travail de mise en place de cette cinécénie, un projet qu'on peut dire vraiment démesuré et fou, qui trouve, dès le départ, vous dites, assez peu d'écho dans le monde politique local, voire même beaucoup de réserves, et aussi même des associations culturelles. Et là, alors vous dites, nous étions sur la corde raide, nous étions un peu rejetés par les corps intermédiaires, et là, en forme de message envoyé finalement à la jeunesse, vous dites, mais ce qui nous a sauvés, j'ai retenu les termes, c'est ma jeunesse et mon inexpérience, mon insouciance et mon inconscience. Et je me suis dit, alors là, pour l'homme du combat des valeurs, insouciance, inconscience, inexpérience et jeunesse. Ça ne le fait pas, comme on dit. Oui, mais quand on est entrepreneur, créateur, on fait le plein de ses fidélités et on se met en rupture. Et ce que vous êtes en train de me dire évoque pour moi un souvenir d'une phrase entendue sur le site au bout de quelques mois. Et la phrase était la suivante. « Philippe, tu as réussi ton coup, toutes les conditions sont réunies pour l'échec. Pas de route, pas de moyens financiers, pas de soutien, pas de troupes, pas de techniciens,
pas d'expérience, pas de curriculum vitae, parce que l'ENA, ça ne veut pas dire une école nationale artistique, bon, etc. Plus, dans un pays de gérontocratie, j'étais tout jeune, j'avais 27 ans. Voilà. Et donc, j'étais inconnu. Moi, je suis du bas bocage, et là, on était dans le haut bocage. Et donc, en réalité, un jour, j'étais assis dans l'herbe, en face de la ruine du Puy du Fou, qui semblait pleurer en trailles ouvertes dans sa solitude, célébrée simplement par le vol des corbeaux. Et donc, j'étais assis dans l'herbe, il y avait des vaches qui semblaient me regarder, mais d'un regard totalement indifférent. Alors, quand une vache est indifférente, c'est vraiment faire gaffe. Et je me dis, bon, j'ai tout contre moi. Et j'avais un stylo sur moi. Je prends mon stylo et je me dis, si j'arrive avec ce stylo à procurer le frisson que je ressentirais moi-même en écrivant, c'est gagné. Donc, j'ai pas de moyens, j'ai pas de soutien, mais j'ai mon stylo. Et là, quand on n'a rien, en fait, on peut tout se permettre. Donc là, je dis Philippe Noiret, marchand de quenouilles, Lily Laskin à la harpe, Georges Delerue à la musique, Jean Piat sur la digue, etc., etc., etc. Et puis voilà, la chance m'a souri. Et la pugnacité que j'avais aussi, j'étais sûr de mon coup. C'est incroyable. C'est ça la question. Est-ce que tout dans le livre, à aucun moment vous doutez finalement que cette colline inspirée, c'est le terme barésien que vous utilisez d'ailleurs, va devenir un haut lieu de la culture populaire? Même le premier soir, ça ne se reproduira plus jamais. Il n'y a que 1000 personnes quand le public est là, vous le dites. Quand il n'y a pas les invités, mais là, la première représentation publique, il y a 1000 personnes. C'est la première fois que vos gradins vont être à moitié vides. Plus jamais ça ne se reproduira. Et pourtant, vous êtes convaincu que ça deviendra l'énorme succès que vous connaissez 40 ans plus tard. Oui. Depuis 40 ans. Oui, parce que, en fait, quand j'étais à Sciences Po, j'allais beaucoup au cinéma et j'étais allé voir les films d'Olmy, L'Arbre au Sabot, Fellini, Marcord, etc. Et je me disais, personne n'a jamais tenté de faire un film de plein air en relief. C'était ça mon truc. Donc la ciné-scénie, ciné ça veut dire mouvement, scénie espace. Je vais faire un film de plein air en relief, un nouveau genre d'expression. Et en fait, je l'ai réalisé sur une scène qui à l'époque faisait déjà 15 hectares, maintenant elle en fait 23. À l'époque, il y avait 300 acteurs, maintenant il y en a 2600, enfin, tout a changé de dimension, et la tribune faisait 2000 places. Mais quand même, au 4e soir, elle était pleine. Et la première année, on a terminé avec 6000 personnes dans les gradins. Et ça ne s'est jamais démenti depuis. 40 ans de longévité. Et donc, en fait, ce qu'a fait le succès du Puy du Fou, c'est que l'idée ne s'est jamais abîmée. C'est un acte d'amour. Moi, je suis allé là-bas avec ma 4L pour déposer un acte d'amour et pas un acte de business. Le feu créatif ne s'est jamais éteint. Sur 250 savoir-faire répertoriés à Los Angeles par le syndicat des spectacles vivants mondiaux, le Puy du Fou est sur la première marche olympique pour 60 d'entre eux aujourd'hui. Vous vous rendez compte ? Dans ce trou paumé. On était dans un trou, on est sur le toit du monde. Et puis, je dirais, on a gardé nos ferveurs. Et là, j'insiste sur un point capital qui peut désarçonner les gens qui nous regardent quand ils ne connaissent pas le Puy du Fou. Parce que quand on regarde de l'extérieur le Puy du Fou, on se dit, bon, c'est une magnifique réussite, très bien. Mais évidemment, il y a des gros moyens derrière. Alors, la vérité, c'est que moi, je suis monté sur une barrique devant 300 sceptiques le 11 mars 1978. Quelques mois avant la première, et je leur ai dit ceci. Je vois bien dans vos regards que vous n'y croyez pas. C'est normal, je n'ai aucune référence. J'ai ma foi. Moi, je crois qu'on va faire quelque chose qui déplacera les montagnes sur cette petite colline du Bocage, et qu'un jour, le monde entier viendra. Mais vous pouvez ne pas me croire. Simplement, je profite de la présence du notaire pour dire ceci. Je fais devant vous 4 serments. Premièrement, il n'y aura jamais de droit d'auteur pour le scénariste, parce que c'est un acte d'amour et pas un acte de business. Deuxièmement, il n'y aura jamais de subvention, pour qu'on ne soit pas tenté de céder au marketing électoral. Troisièmement, il n'y aura jamais d'actionnaire, ni de dividendes. Chaque centime gagné sera réinvesti dans l'œuvre. L'actionnaire du Puy du Fou, ça sera le Puy du Fou. Et quatrièmement,
Il n'y aura jamais de brevet américain, jamais de brevet extérieur. J'irai main haut peut-être, mais tout seul, comme Cyrano. Et ces 4 serments, en fait, le carré magique de ces 4 serments nous ont sauvés. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont assuré les 4 indépendances. L'indépendance économique, l'indépendance pédagogique, avec la création de l'Académie junior et maintenant de nos écoles, pour sortir des petits prodiges et garder l'esprit Puy-Follet. L'indépendance technologique, puisqu'on a maintenant nos laboratoires, on invente tout nous-mêmes. Et enfin, l'indépendance artistique, puisque en fait, quand il nous prend l'envie de faire la Pérouse, comme cette année, il n'y a pas au-dessus de nous des capitalistes à gros cigares qui nous disent 80% de dividendes, la Pérouse ça va pas, il faut faire des manèges. Philippe de Villiers, quand vous dites c'est un acte d'amour, c'est pas un acte de business, bon, tout le montre, tout l'indique. Néanmoins, à ce moment-là, pourquoi vous êtes à l'ENA? Pourquoi vous n'êtes pas à l'école normale artistique? Pourquoi vous avez choisi l'administration? Pourquoi vous avez choisi ça? Même si maintenant, dans le bouquin, vous vous en éloignez. J'étais à l'école buissonnière, j'y allais pas, etc. Mais néanmoins, vous avez été énarque et politicien, pas écrivain, poète et entrepreneur seulement. Politicien. Oui, politicien. Politique. Si j'avais été politicien, j'aurais réussi. Alors, pardon de vous reprendre. La sémantique, c'est important. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je suis passé par l'ENA. Donc, je voulais faire mon spectacle, je voulais faire mon hymne. Et mon père discutait avec ma mère en disant « Notre fils, il a vraiment un problème. » À l'époque, j'étais en fac de droit. Et les femmes sont plus fines que les hommes, mais ma mère dit à mon père, dis-lui, voilà ce qu'il faut lui dire. Donc il me rattrape dans la grande cuisine de la maison et il me dit, Philippe, t'as raison, tu vas faire ton hymne. C'est une très bonne idée. Ton hymne à la Vendée. Tout. Mais le problème, c'est qu'on est dans un pays de gérontocratie, t'es tout jeune, un pays où il n'y a pas de diplôme. Si jamais tu vas à Paris chercher des pots d'âne et que tu reviens dans une dizaine d'années, à l'âge de 30 ans, bon, à ce moment-là, tu peux faire ton hymne et tu auras mon soutien. Je dis, alors dans ce cas-là, tu veux que je fasse quoi, Sciences Po l'ENA? Comme ça, boutade. Il me dit, ce genre-là. Et vous avez fait Sciences Po l'ENA. Et je lui dis, papa, c'est un pacte entre nous. Hein. Mon père était officier français, donc les pactes, ils se respectent. Et donc je fais Sciences Po l'ENA, et au soir même de mon admission, donc ma femme est allée regarder le tableau qu'elle a dit t'es admis. Je me suis dit merde. Et en même temps, je pense à mon père et je l'appelle et je lui dis rendez-vous demain dans la cuisine. Et là, je lui dis est-ce que tu as 1000 francs, fallait, pour acheter une 4L d'occasion chez Gilles Berdin, le garagiste de Boulogne, parce qu'il faut que je tourne pour trouver le lieu de mon hymne. Et mon père dit ah parce que t'as encore ça en tête? Je dis ben papa, c'est le pacte. Il me dit je peux rien dire. Et on est une famille, contrairement à Fillon, où les enfants ne remboursent pas les prêts que font leurs parents. Et donc, il m'a donné 1000 francs. Je suis allé acheter ma 4L, et là, j'ai tourné avec ma 4L. Et j'avais entendu parler d'un lieu qui s'appelle le Puy du Fou, et ça m'amusait comme nom, parce que c'est pas du tout vendéen. Puy comme la profondeur du mystère, et fou comme le petit grain de folie qu'on y dépose. Et à 2 km, je tombe en panne. Et je vais chez un garagiste à Saint-Marc-la-Riorte. Il appelle sa femme, Gisèle, et lui dit, je me souviens très très bien, Gisèle, le jeune homme, il demande où est le Puy du Fou. On était à 2 km à vol d'oiseau. Et la femme dit, si, c'est en haut de la côte du Fossé, là. Et donc je prends la côte du Fossé et j'arrive devant le château du Puy du Fou, et là, je trouve mon lieu. Pourquoi? Parce que quand je vois cette ruine, et qu'on me dit, que le gardien me dit, d'après que c'est la Révolution, il dit, ah oui, c'est Tureau, d'après que ça a brûlé, ça a brûlé. Je dis, oh là, une ruine qui a brûlé. Ouais. Si ça avait été un beau château, ça ne m'aurait pas intéressé. Une ruine qui a brûlé, j'ai tout de suite pensé à Châteaubriand, les ruines, ouvrage du temps, ouvrage de l'homme, etc. Et j'ai pensé à ces milliers de petits-enfants vendéens qui brandissaient un scapulaire et un chapelet et qui ont été livrés aux ardeurs des corbeaux et qui n'ont jamais eu de sépulture. Et je me disais, je vais leur faire une sépulture officielle. Et en fait,
Souvent, je pense, pendant la cinécénie, à ce succès que nous n'avons pas mérité, qui ne se dément pas depuis 40 ans, et je me dis, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que ceux qui sont morts pour la cause la plus gratuite de l'histoire de l'humanité, pour sauver la liberté de conscience, les Vendéens, ils veillent sur le Puy du Fou. Un anniversaire en cache un autre, 40 ans du Puy du Fou, mais 30 ans pour le Grand Parc, adossé à la cinécénie. Un Grand Parc, est-ce que c'était, comme on peut le comprendre un peu dans le livre, une réponse à la création de Disneyland Paris, aux portes de la capitale? Est-ce que c'était une réponse, simplement ça? Pas simplement, pas d'abord. C'est la marquise de la Roche-Jacquelin, quand on l'a interrogée sur les guerres de Vendée, elle a dit il y a eu une cause et une étincelle. Elle dit la cause, c'était la constitution civile du clergé, et l'étincelle, c'était la conscription, la levée en masse. Si vous me permettez de transposer, je dirais qu'il y avait une cause, c'est que les gens qui venaient à la cinécénie, de plus en plus loin, ne trouvaient rien à faire dans la journée. Donc ils allaient au bateau de l'Erdre, au cap de Saumur, Champignonnière, etc. Ils s'ennuyaient. Et ils nous disaient qu'il faudrait faire quelque chose dans la journée. Donc je me dis, il faudrait faire quelque chose. Les Américains ont fait des parcs, l'entertainment. Nous, on a un spectacle vivant de nuit, peut-être qu'on pourrait... Bon. Et tout à coup, Disney arrive. Et là, il y a une coïncidence, et je réponds à votre question, une coïncidence incroyable. Je suis secrétaire d'État à la culture de Jacques Chirac. Et je suis convoqué à Matignon, et Chirac me dit « Tiens, Philippe, tu vas t'occuper du dossier de Disney, l'implantation de Disney. » Et j'étais horrifié parce qu'on leur accordait tout. La langue, évidemment, anglaise, mais aussi la TVA, le droit du travail américain, etc. Et là s'engage une conversation rude pour laquelle j'ai l'appui de Balladur, qui dit, parce que Chirac dit on est pressé, je fais une photo avec Michael Asner, avec un Mickey gonflable, dans la cour de Matignon. Et Balladur lui dit ça n'est pas convenable, Jacques. Et il répond c'est peut-être pas convenable, mais c'est populaire. Bon. Et donc il n'en a rien à foutre de la conversation, il dit maintenant on y va. Et je dis pardon, mais pourquoi on ne fait pas des parcs à la française sur l'histoire de France? Et il me répond, mais Philippe, on n'a pas les technologies. Je dis, monsieur le Premier ministre, ils ont une petite souris, et nous, on a Jeanne d'Arc. Bon, il éclate de rire, et on passe à l'ordre du jour. Moi, je prends ma voiture, je fonce aux épaisses, là, je réunis mes amis, et je leur dis, bon, c'est simple, il y a la souris et l'histoire de France. Laissons faire la souris, la coca-colonisation, nous on fait l'histoire de France. Et c'était l'éclat de rire général à l'époque. Et pendant plusieurs années, on s'est moqué de nous, on s'est moqué de moi, on s'est moqué du Puy du Fou. On était même la punition des chiens. C'est François Morel et puis Yolande, et François Morel qui dit à Yolande, celui-là, le petit gars, il va nous faire chier jusqu'au bac, celui-là. S'il continue de nous faire chier jusqu'au bac, tu sais ce qui va t'arriver, hein? Yolande, dis-lui ce qui va lui arriver. Ben, ce qui va t'arriver, on va te mettre dans l'autocar avec un sandwich à la rillette, hein, au Mans. Et puis où c'est que tu vas aller, hein? Dis-lui, François, aussi qui va aller. Ben, il va aller au Puy du Fou. Voilà. Dans 30 ans, ça a été comme ça. Et en fait, nous, on rigolait, parce que le peuple venait, pas les élites. Les élites sont venues beaucoup plus tard, comme d'habitude. Mais le peuple venait, et donc à l'époque, il y avait Disney, le Futuroscope, le Puy du Fou. Alors Disney, c'était les manèges, les sensations, la segmentation. C'est-à-dire vous entrez au tourniquet parent-enfant, on se sépare, petit manège pour les petits, grand manège pour les grands, et puis on se retrouve pour d'échappement. Voilà. Et puis il y avait le Futuroscope avec le garagiste de Loudun. Bon, très bien. Le Puy du Fou arrive, et nous, l'histoire de France. Alors ils ont rigolé pendant 10 ans, 20 ans, ouais, mais maintenant ils ne rigolent plus, parce que les chiffres sont là. Le Puy du Fou a 2 200 000 entrées. C'est-à-dire qu'en fait, nous, sans le faire exprès, on a fait le contraire. Pas des manèges, mais spectacle vivant. Pas les sensations, mais on change d'organe, le cœur et l'âme, émotion. Pas de segmentation. On entre ensemble au tourniquet, toutes générations confondues. On vibre ensemble, on pleure ensemble, on rit ensemble.
on part ensemble, on se souvient ensemble et on revient ensemble. Et vous pensez qu'on va au Puy du Fou et au Grand Parc parce qu'on veut voir revivre le roman national, qu'on défend les mémoires, les identités? Vous pensez que c'est ça ou c'est tout simplement un moment en famille sympathique et joli? Ce qui est déjà très bien. Le Puy du Fou, c'est une imprégnation. Donc, on vient au Puy du Fou inconsciemment parce qu'on vient chercher des racines. Je pense qu'on est dans une société qu'on ne pouvait pas prévoir dans son évolution telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire désinstituée, désaffiliée, déracinée. Société nomade. Mais, comme disait Christophe Verlache, le déracinement déracine tout sauf le besoin d'enracinement. Et il y a un Américain qui est un visionnaire, qui s'appelle Bob Rogers, qui est le pape de l'entertainment là-bas, et qui m'a dit, Philippe, si vous continuez, on va être mal. Parce qu'en réalité, vous avez compris le besoin d'enracinement. Et moi, je pense que le Puy du Fou, par-delà les catégories de spectateurs qui sont de plus en plus diverses, y compris derrière les étrangers, il y a 15% d'étrangers, le Puy du Fou est une réponse au mémoricide français. C'est-à-dire c'est une source vive qui vient étancher la soif des mémoires en manque, des âmes appelantes et palpitantes. Voilà ce que je crois. Et les gens ressentent que derrière tous les spectacles auxquels ils participent, il y a la gratuité d'une œuvre de civilisation intime. Ils ressentent que derrière cette présentation, cette représentation vivante, il y a une société où on pratique la sociabilité retrouvée, une mystique de l'œuvre dont chacun sait qu'elle nous surpasse, qu'elle nous dépasse et qu'elle nous survivra, et puis que c'est une petite nation et même une province de l'esprit. Les gens qui viennent au Puy du Fou, vous pouvez faire le test avec vos téléspectateurs, ils en repartent touchés parce qu'ils viennent chercher là, ou en tout cas, ils trouvent là, un écho des tendresses françaises. La cinécénie, c'est la rencontre aussi avec l'histoire, avec un grand H quelquefois. Hein, c'est en 1993, c'est la rencontre avec Alexandre Solzhenitsyn. Ça, c'est une page de l'histoire pour vous importante. Vous y consacrez un chapitre important. Ça reste quelque chose d'essentiel pour vous? C'est le filigrane. C'est la trame qui court dans l'étoffe des songes. Quand j'étais enfant, et un jour j'ai expliqué ça à mon père, il en a été ému. Quand j'étais enfant, moi, mes copains à l'école, ils baissaient la tête. La Vendée, c'était la Lozère plus la mer. Mais je dirais pire que la Lozère. C'était un territoire puni, interdit. Parce qu'il y avait la faute de la Vendée. L'œil était dans la tombe et regardait qu'un. C'est la fameuse phrase de Robespierre. Mes chers collègues, nous sommes devant un terrible dilemme. Ou bien la Vendée est déclarée coupable, alors tout ce que nous fondons est légitime. Ou bien la Vendée est déclarée innocente, alors pèsera dans la suite des temps sur chacun d'entre nous et sur la Révolution tout entière un terrible soupçon. Donc j'ai très rapidement compris, moi, en voyant mes copains baisser la tête, que le mot Vendée était un gros mot. Cutéreux, ventre à choux, ruraux profonds. Et je me suis dit que la Vendée était un gros mot et que pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait cacher le génocide. Et moi, j'ai vécu ma jeunesse dans une période où toutes les cléricatures, quelles qu'elles soient, se liguaient dans un pacte inconscient et involontaire pour ne plus parler de cette plaie ouverte. Et moi, quand je suis arrivé, tout le monde m'a dit « Oh là 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 là, tu t'embarques dans un truc. » Il y a même eu une enquête de sorcellerie au diocèse de Luçon, etc. Et
donc, en fait, moi, je savais très bien ce que je faisais. Je voulais réhabiliter la Vendée. C'était le but. C'est-à-dire faire en sorte qu'un jour, les Vendéens retrouvent leur fierté. Et d'ailleurs, quand je suis devenu président du Conseil général, mon premier acte n'a pas été compris. J'ai fait un drapeau avec le double cœur, la couronne et la croix, symbole de la Vendée, Utreco et Fidelis. Et quand j'ai créé le Vendée Globe, en fait, c'était d'abord pour faire flotter ce symbole sur toutes les mers du monde. Donc moi, je suis un vrai politique, moi. Je ne suis pas un politicien, moi. Je sais ce que je fais. Compris. C'est-à-dire que les moyens sont au service d'une finalité. Et la finalité, et quand j'ai vu au Stade de France, la semaine dernière, flotter un mur de drapeaux vendéens, je me disais, on a réussi. Parce que maintenant, les Vendéens, ils baissent plus la tête. Et maintenant, la Vendée, grâce au Vendée Globe, grâce au Puy du Fou, et grâce à tous ces entrepreneurs vendéens qui sont des formidables créateurs de valeur et de valeur ajoutée, vous les citez. eh bien, on a sorti la Vendée de l'ornière. Et Solzhenitsyn, quand il est venu, a dit ceci, parce que je n'ai pas répondu à votre question, pardon. Il a dit ceci, qui est incroyable, et qui a fait taire les historiens de l'histoire convenue. Il a dit « La matrice qui a servi à écraser la Russie, c'est ici qu'elle a été inventée. La roue rouge qui a broyé mon peuple, c'est ici qu'elle a fait ses premiers tours. » Lénine disait « Il nous faut des Vendées, c'est-à-dire des exemples de terreur réussie. » Et donc, le grand Solzhenitsyn, le plus grand dissident du XXe siècle, est venu nous dire à nous, au Puy du Fou et au Luxembourg-Boulogne le lendemain, soyez fiers d'être Vendéens. Et il a terminé son discours en disant « Les Français seront un jour de plus en plus fiers du sacrifice et de la résistance de la Vendée. » Ce sont les hommes qui font l'histoire, vous êtes d'accord avec moi là-dessus, sur ce Oui. constat, vous les citez tous, vous appelez par leur nom tous les gens qui ont aidé, s'il y avait les 2000 ou les 3000 bénévoles, je crois qu'il y aurait les noms à la fin du livre, et vous citez sur cette notion, nous sommes tous des Puy-Follais, vous allez du simple bénévole à votre fils, Nicolas, qui aujourd'hui tient les rênes du Puy du Fou. J'ai même vu que vous citiez Bruno Retailleau, et j'ai été surpris parce que je ne savais pas qu'il était aussi un Puy-Follet. Oui, absolument. Il y a... Je pensais qu'il n'était pas dans la famille, qu'il n'était plus dans la famille. Ah non, mais il a été Puy-Follet. Sur le Puy du Fou, il y a deux sortes de Puy-Follet. Puy-Follet, c'est le nom générique pour les gens qui participent au Puy du Fou, peut-être le dire pour les téléspectateurs. Il y a ceux qui font le Puy du Fou, qui l'ont fait, ça c'est une toute petite poignée, et ceux qui ont été faits par le Puy du Fou. Et Bruno Retailleau est devenu Puy-Follet dès 1978 comme jeune cavalier, et ensuite je lui ai confié des responsabilités à partir de 10 ans après, en 1987. Et puis ensuite il a choisi une autre voie que vous connaissez, la voie politique. Mais ça ne retire rien, ni pour lui ni pour d'autres d'ailleurs. Il fait partie de la famille, c'est la question. Il fait partie de la famille, c'est pour ça que je le cite. Vous savez, il faut être grand seigneur, même si mon nom lui procure plus de gêne aujourd'hui pour sa carrière, pense-t-il, que de plaisir. Mais voilà, c'est tout. Je me faisais cette réflexion quand je disais vos propos sur Retailleau, que ces mémoires, ce sont quand même des mémoires, hein, elles font abstraction, ou presque abstraction, de votre longue et passionnante vie de politique. Et pourquoi cette discrétion d'un seul coup ? Ah non, attendez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le moment est venu de dire ce que j'ai vu », 400 pages sur la... Vous êtes venu l'expliquer mémoires ici, le politiques. présenter, oui. J'ai écrit un autre livre, qui a été d'ailleurs aussi un best-seller, sur l'éclos s'en ont-elles encore demain. Là, j'écris un livre sur le Puy du Fou. Votre question est judicieuse, mais en fait, parce que j'ai eu deux vies parallèles, une vie d'homme politique et une vie de créateur, entrepreneur. Même une troisième vie, parce que gouverneur territorial de la Vendée, c'était pas vraiment de la politique, c'était entre les deux, entre le créateur et l'homme politique. L'homme politique, son rôle, c'est de tirer la sonnette d'alarme. Bon, je l'ai fait. J'ai mené des combats
tous les combats que j'ai menés, quand on regarde après les gens qui liront mes livres plus tard, ils se diront il avait vu juste à chaque fois, mais tout le temps trop tôt. Bon, y compris sur l'islamisation, j'étais le premier, avec Jamie Goldsmith sur le libre-échangisme mondial, on a été les premiers, sur l'Europe, voilà, etc. Bon, les abeilles, sur l'écologie, j'ai attendu personne. Ça fait 10 ans que j'ai parlé de l'imidaclopride et du fipronil, etc. Voilà. Mais votre question, elle en appelle une autre, c'est comment un homme politique a-t-il pu faire ça? C'est-à-dire que moi, j'ai fait ça sur un coin de table. C'est-à-dire que quand je partais en vacances avec ma famille à l'Île-Dieu, j'écrivais dans mon coin, parce que j'avais juste 15 jours pour faire un scénario. Et donc ça a été une bousculade permanente, une pression énorme, parce que pour moi, la politique, malgré tout, n'était qu'une variable d'ajustement. Ma vraie vie, c'était cette œuvre du Puy du Fou. Cette discrétion, elle est quand même remarquable parce que, par exemple, vous évoquez les présidents Chirac et Giscard, vous l'avez fait avec moi à l'instant, mais l'ouvrage se termine le 1er mars 2017. Ça vous évite d'évoquer la présence du futur président Macron qui est venu au Puy du Fou. Ça n'est pas passé inaperçu. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de l'actuel président de la République? Alors d'abord, je réponds, il y a un petit sous-entendu dans ce que vous dites. Vous dites, vous n'avez pas parlé de Macron, mais je n'ai pas parlé de tous les gens qui sont venus au Puy du Fou. Et là, le problème... Non, mais là j'en aurais parlé si j'avais écrit ce livre plus tard. Voilà, dans la prochaine édition, j'en parlerai. Voilà. Et donc, comme je vois que vous êtes très impatient de savoir ce que je dirais, je vais vous le dire. Donc, à l'époque, parce que c'est à la fois symptomatique et révélateur. À l'époque, Emmanuel Macron est ministre de l'économie, et je ne le connais pas, il ne me connaît pas, et on se rencontre tout à fait par hasard à la Rotonde, et il me dit, j'ai un rêve, c'est de venir au Puy du Fou. Et sa femme renchérit, Brigitte, elle me dit, ah oui, on veut venir au Puy du Fou. Bon. Je lui dis, vous êtes comme tous les politiciens, vous dites ça comme ça, parce que là, vous me rencontrez. Non, j'ai dit politicien. D'accord. Justement. Et un politicien, c'est un politique professionnel, qui fait carrière. Voilà. Donc, d'ailleurs, il l'a mal pris, il l'a relevé, on dit non, mais moi je ne suis pas comme ça, vous verrez, etc. Et il me rappelle, dans l'été, il me dit, voilà, je viens. Il a passé quand même un long moment. Il a dormi sur place, il voulait tout voir, il voulait rencontrer tout le monde. Et je lui ai demandé justement pourquoi il était venu. Et il m'a dit, je viens comme ministre de l'économie saluer un fleuron de l'économie française qui traverse la crise comme la salamandre de François Ier a traversé le feu. Et j'ai trouvé la formule adaptée, puisqu'il y a des salamandres dans le château du Puy du Fou, puisque le Puy du Fou a accueilli François Ier. Et ensuite, sa réflexion à la sortie de la Sénécénie a été la suivante, quelle ferveur. Quelle ferveur. On a eu de longues discussions sur le Puy du Fou. Il voulait tout savoir. Il était très curieux de savoir comment tout ça s'était fait. Et derrière, tout ce qu'il y avait derrière la trame. Voilà. Et j'ai fini par lui dire, mais pourquoi vous êtes venu ici? Il dit, parce que je suis à la recherche de l'écho des tendresses françaises. Voilà. Et alors, je vais vous faire une confidence. Depuis qu'il est venu au Puy du Fou, il en parle, et ça l'a marqué. Et alors, il y a une sorte de lien amical. Bon, parce que la plupart des politiciens, ils ne viennent pas au Puy du Fou, ils vont à Disney. Vous savez, tous ses prédécesseurs sont allés à Disney. Sarko, avec ses Ray-Ban, il est allé fêter ses fiançailles à Disney. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Chirac était à Disney, Giscard était à Disney, Hollande même pensait que Disney était le centre de la France, etc. Voilà. Macron, je lui reconnais ce mérite, toutes choses étant égales par ailleurs, et vous voyez bien que là, je ne vous parle pas de politique. Parce que si on parlait politique, mais c'est une autre émission, si vous voulez, on pourra la refaire.
Je ne dis pas qu'un jour je ne ferai pas un nouveau livre, hein. Et ce n'est pas parce que je parle du Puy du Fou et que je suis profondément attaché à cette œuvre que je me suis retiré de la vie politique. Non, c'était une future question, celle-ci. Et je vous laisse terminer avec Macron. Est-ce qu'il a retenu quelque chose, d'après vous, de sa visite au Puy du Fou? C'est à lui qu'il faudra poser la question. Mais vous pourriez peut-être, dans son action de tous les jours, noter quelque chose qui... un éclair, une lumière, une étincelle qui je pourrait raccorder. Moi, je sais ce que je lui ai dit. Au Puy du Fou. Non, demandez-moi ce que je lui ai dit. Après, vous lui demanderez à lui. S'il vient. Faites les questions et les réponses. Et c'est la réponse qui m'importe. Donc, qu'est-ce que vous lui avez dit ce jour-là? Je lui ai dit. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il faudra au nouveau président? Qu'est-ce qui cloche? Je lui ai dit, le nouveau président, il faudra qu'il retrouve de la verticalité et qu'il sache habiter le corps du roi. La plupart des journalistes et des hommes politiques ne savent pas ce que ça veut dire. Lui, il a compris. La notion d'autoritas, l'idée du régalien, et il m'a dit, vous avez raison, il faut habiter le corps du roi. J'ai encore 2-3 questions rapides. Et le fait qu'il soit allé à Jeanne d'Arc, c'est un signe que pour lui, la France n'a peut-être pas commencé en 1789. Vous voyez, bon. Alors, il sait très bien qui je suis, ce que je pense. Et moi, je ne suis pas naïf non plus. Donc, je ne suis pas en train de dire à vos téléspectateurs « Ah, ça y est, Villiers, il est tout coiffé de Macron, parce que Macron est venu au Puy du Fou. » Mais je reconnais que nous, au Puy du Fou, par-delà le clivage droite-gauche, il y a ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus. Et ceux qui sont venus, il y a une petite cote d'amitié et de reconnaissance que vous sentez dans mon... Oui, ouf, ouais, sauvé. Voilà. Mais ça ne m'empêchera pas, le jour venu, de dire, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que la France est menacée par le grand remplacement. Vous allez refaire la politique? Ah, j'ai pas dit ça. Je ne sais pas, parce qu'en 2017, tout le monde est venu en Vendée. On indiquait que vous alliez soutenir tel candidat ou tel autre. Vous avez soutenu personne, finalement, au bout du compte? Personne, non. Non, non, parce que je pense que quand on a quitté la scène, qu'on n'est plus dans l'arène, il faut se réserver pour des causes et pour des paroles rares, graves, qui en valent la peine. Voilà. Et donc, si un jour, je considère que une cause, une personne, une parole en vaut la peine, je redescendrai dans l'arène. Je suis en pleine santé. Avant qu'il ne soit trop tard, vous connaissez. Oui, hein, je suis en pleine santé retrouvée, puisque j'ai traversé le cancer au galop il y a maintenant presque 10 ans. Et donc, je suis la vie politique, voilà. Mais je vous avoue que, là, entre mes livres, je viens de terminer un Clovis pour la rentrée, je vous l'annonce, chez Albin Michel. Là, je sors de ce livre, et puis je fais des scénarios... Donc, en fait, écrire, avoir la reconnaissance mondiale, vous l'avez reçu, ça y est, vous avez tous les honneurs, vous êtes le patriarche ou le commandeur. Non, la reconnaissance mondiale, c'est intéressant quand même pour quelqu'un comme vous, qui est un observateur très averti de la vie culturelle et politique. J'ai parlé tout à l'heure des déchiens, mais ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il a fallu qu'on attende 2012 pour que les élites françaises se précipitent au Puy du Fou. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 2012? En 2012, il s'est passé une chose très simple. On a eu un Oscar à Los Angeles, on a mis le smoking, le nœud papillon, on est arrivé là-bas, et là, ça a été un tremblement de terre médiatique en France. Oh là là, mais quoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Le Puy du Fou, l'Oscar du plus beau parc du monde. Puis, rebelote, 5 Oscars, y compris le Hall of Fame, pour votre serviteur, à l'automne dernier, dans la même lignée que Walt Disney, d'ailleurs. On a surnommé le Walt Disney français. On est plus connu, enfin, moi je suis plus connu aux États-Unis comme créateur qu'en France. En France, on ne connaît pas Philippe de Ville, créateur.
mais aux États-Unis. Et en fait, eux, ils ne nous regardent pas du tout comme un parc d'attractions, contrairement à la presse française, qui nous assimile à Astérix et au Futuroscope et à Disney. Eux, ils disent que c'est une œuvre artistique, c'est-à-dire une œuvre portée par un sens et pétrie d'une intention esthétique. Ça, ils ont vu ça, les Américains. Je leur reconnais cette sportivité, cette élégance. Ils ont un coup d'avance. Les Chinois aussi, d'ailleurs, puisque les Chinois nous demandent de venir. On est en train de faire un Puy du Fou à Tolède, etc. Donc c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Mais il a fallu quand même que ce soit les Américains qui nous montrent du doigt en disant « c'est formidable ce que vous faites », pour que les élites françaises commencent à dire « ah oui, c'est peut-être formidable ». Sinon, ça ne serait jamais venu. C'est terrible, notre pays est très enquisté. Le Puy du Fou, 40 ans, alors bon anniversaire. Votre rêve d'enfance, il est expliqué aux téléspectateurs dans cet ouvrage. Sauf Merci. que la différence entre un rêve et celui-là, c'est que un rêve, il s'arrête, il s'éteint quand on se réveille, alors que celui-là ne s'éteint pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a énormément de projets. La Pérouse ? Avec Nicolas, mon fils, qui est un président remarquable depuis du Fou. Et oui, la Pérouse cette année. Mais on a aussi beaucoup d'autres projets. 10 ans de projet. Oui, 10 ans de projet. Et maintenant, on a des moyens qu'on n'avait pas, évidemment, il y a 40 ans. Et il y a une chose qui n'a pas, qui ne s'est pas consumée, c'est le feu sacré. On a toujours le même feu, la même incandescence, la même effervescence créative. Et c'est, vous savez, 4000 bénévoles, avec 500 qui attendent au portillon, depuis parfois 5 ans, et qui voudraient devenir Puy-Follet, 4000 bénévoles, et 2000 salariés. C'est pas rien quand même. C'est à la fois une entreprise, une société et une aventure. Une aventure, oui. J'ai dit une petite nation, je dirais une province de l'esprit. On a un drapeau, on a un hymne, il nous manque... monnaie. Il nous manque la monnaie et le décalage horaire. Merci Philippe de Villiers, merci beaucoup.